bonjour et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de notre série de l'hypnose de base. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dernièrement je vous avais expliqué les différents types d'hypnose. Nous avions parlé de l'hypnose classique, de l'hypnose de spectacle, de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose conversationnelle. Il y a pourtant une technique dont nous n'avions pas parlé. Et cette technique, elle est importante. Elle est importante dans la façon moderne de comprendre l'hypnose et de vous l'enseigner. Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez. Nous sommes dans le début des années 70. Nous sommes quelque part en Californie. Deux hommes vont se rencontrer. L'un est enseignant, linguiste, psychologue. L'autre est déjà très diplômé et en même temps il est encore son élève. Il est déjà informaticien, il est mathématicien, il s'intéresse à la psychologie. À deux, ils vont se poser une question. Une question qui va changer le cours de leur vie. Comment font certains thérapeutes qui ont l'air tellement doués, qui ont de tellement bons résultats, comment font-ils pour obtenir ces résultats tellement meilleurs que ceux des autres thérapeutes? Et comment font-ils alors que finalement, quelque part, ils ont la même formation, ils ont le même type de client? Comment font-ils? Ils se posent cette question. Ils choisissent les meilleurs thérapeutes du moment. Ils vont voir Milton Erickson pour l'hypnose. Ils vont voir Virginia Satir pour les techniques de couple, pour les thérapies de couple. Ils vont voir Eric Berne comme analyse transactionnelle. Ils vont aller voir Noam Chomsky qui est linguiste. Ils vont aller voir plein de gens. Et ils vont analyser en profondeur comment ces gens fonctionnent. Comment ces gens qui, quelque part, on pourrait les appeler les super communicants. Comment ces super communicants arrivent à communiquer avec succès. Ils vont passer plusieurs mois avec eux. Ils vont analyser jusqu'au moindre de leurs gestes, jusqu'au moindre de leurs mots. Comprendre comment ils font. Comprendre chacune de leurs actions, chacune de leurs phrases. Et ils vont en tirer un modèle. Ils vont en tirer un modèle de structure. Et ce modèle, ils vont essayer de l'appliquer. De l'appliquer à des gens qui n'ont jamais fait de thérapie, qui n'ont jamais pratiqué la thérapie. Des choses incroyables. Ces débutants en thérapie vont réussir à avoir des résultats presque aussi extraordinaires que les sujets de cette modélisation. Alors, presque aussi extraordinaire, pourquoi? Pas bien entendu, parce que on leur a enseigné des structures. On ne leur a pas forcément enseigné un contenu. Il n'empêche, déjà rien qu'avec ces structures, ils arrivent à des résultats. Ce jour-là est née une technique qui actuellement est connue sous le nom de PNL. Programmation neuro-linguistique. Ces deux chercheurs s'appelaient John Grinder et Richard Bandler. John Grinder, c'est le linguiste. Richard Bandler, c'est l'informaticien. Alors, programmation neuro-linguistique, ça a l'air très compliqué ce truc-là. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi programmation? Alors, programmation, parce que tout ce que nous faisons, chaque chose que nous faisons, chaque action que nous menons, prend naissance quelque part au fond de nos neurones. Quelque part est préparé, quelque part est mis en forme. De la même façon que l'on va préparer un programme pour un ordinateur. Alors, bien entendu, les puristes nous diront « Mais non, nous ne sommes pas des machines. »
Nous sommes des êtres vivants avec leur spécificité d'êtres vivants et chacun. Nous sommes bien d'accord. L'idée même de programmation n'est qu'une image. Nous reviendrons dans une vidéo ultérieure sur l'utilisation des images. Là, l'important, c'est que cette image permette à chacun de comprendre. Alors, neuro. Pourquoi neuro? Parce que quoi que nous fassions, que ce soit une action physique, psychologique, mentale, intellectuelle, ça va partir de notre cerveau, qui est la base de notre système nerveux. Et neuro-linguistique. Alors, le linguistique, bien entendu, parce que quoi que nous fassions, eh bien, si ça n'est pas transmis, s'il n'y a pas un langage pour pouvoir transmettre cette programmation, eh bien, cette programmation ne sert strictement à rien. Langage, soyons réalistes, soyons clairs, ce langage peut être aussi bien verbal, que non-verbal, que paraverbal. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé. Le verbal, ce sont les mots. À peu près 20% du contenu de notre communication. Le paraverbal, c'est la façon de dire ces mots. Plus ou moins 20% aussi. Le non-verbal, c'est tout ce qui l'entoure, c'est notre façon, l'expression de notre façon de penser, l'expression corporelle de notre façon de penser. Nos expressions, nos micro-expressions, nos macro-expressions, nos mouvements, tout ce qui reflète notre façon d'être. 60% de notre communication, le non-verbal. Et la PNL va mettre tout ça en évidence, va en tirer des modèles qui vont pouvoir être réutilisés. Richard Bandler, un des créateurs, disait que la PNL est l'analyse de la réalité subjective. À nouveau, quelque chose de très complexe, à première vue. Pourquoi? Simplement, nous ne connaissons pas le monde qui nous entoure. Nous sommes en train de le fabriquer au fur et à mesure du moment où nous le vivons. La PNL va faire quoi? Elle va comprendre comment nous comprenons ce monde et comment nous faisons passer notre compréhension profonde à travers toute une série de filtres pour arriver à l'exprimer d'un côté, et de l'autre côté, comprendre ce que nous voyons, le faire repasser à travers ces filtres dans l'autre sens, pour arriver à le comprendre. Tout ça se fait sur base de schémas très spécifiques. Une fois que vous connaissez ces schémas, qui sont très simples, d'une certaine façon, eh bien vous comprenez comment fonctionnent les choses. Et quand vous comprenez comment fonctionne la communication, alors vous pouvez communiquer. Alors, un détail. Pourquoi est-ce que c'est tellement important dans le cadre de l'hypnose? Eh bien, comme je vous l'ai dit, un des modèles principaux de Richard Bandler et John Grinder a été Milton Erickson. C'était très intéressant d'ailleurs. Milton Erickson, qui était à l'époque l'hypnothérapeute le plus connu au monde, peut-être, ils ont enfin réussi à me faire comprendre ce que je faisais. Surprenant, n'est-ce pas? Et donc, en gros, on pourrait considérer qu'à peu près 50 à 60% du contenu de la PNL vient de chez Milton Erickson. Et dans l'utilisation, actuellement, dans l'utilisation de l'hypnose ericksonienne, dans la façon de donner cours d'hypnose, nous gagnons un temps infini en utilisant les techniques de PNL. De plus, la PNL, bien utilisée, soyons clairs, bien utilisée, on peut considérer que c'est une forme, c'est peut-être la forme, sans doute, la plus ericksonienne d'hypnose éveillée conversationnelle. Oui, l'hypnose éveillée conversationnelle. On en reparlera un de ces jours. Quelque part, c'est une forme de PNL+++. Une PNL dans laquelle on a rajouté encore un petit peu plus d'éléments hypnotiques. Mais ça, nous en parlerons plus tard. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt!